Je l'évoquais au début de cette émission, il y a d'intenses négociations autour de la libération de certains otages aux mains du Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou se dit confiant, il dit nous faisons des progrès, il est optimiste sur le fait qu'il pourrait y avoir de bonnes nouvelles bientôt. On va faire le point sur les toutes dernières informations avec Max Lavandier et on en débat ensuite en plateau. La libération des otages ne serait plus qu'une question d'heures ou de jours. Ce mardi, le Qatar, médiateur entre le Hamas et Israël, affirme qu'un accord pour la libération des otages est tout proche. Une information confirmée par Benyamin Netanyahou. Deuxième objectif, le retour des otages. Nous faisons des progrès. Je ne pense pas qu'il soit utile d'en dire trop, pas même en ce moment, mais j'espère qu'il va y avoir de bonnes nouvelles bientôt. Si les négociations avancent, les modalités pour libérer les quelques 240 personnes emmenées de force à Gaza restent encore floues. À commencer par le nombre, l'accord porterait sur un échange de 50 à 100 otages contre 300 femmes et enfants détenus par Israël. Un transfert qui se ferait par étapes, 10 otages contre 30 Palestiniens par jour. Le Hamas aurait également fait part d'une cinquantaine de détenus en urgence absolue souffrant de pathologies graves qui ne pourront pas être soignés par manque de médicaments. Les conditions de leur libération n'ont pas été abordées. Une trêve de 5 jours serait aussi envisagée, avec un cessez-le-feu complet et un arrêt des vols des avions israéliens dans la bande de Gaza, sauf au nord du territoire. L'accord comprendrait également l'entrée de 100 à 300 camions d'aide alimentaire et médicale dans la bande de Gaza, y compris dans le nord, où quelques 800 000 personnes s'y trouvent encore. Merci beaucoup Maxime Lavandier, Louis de Ragnel. Est-ce qu'on sait à peu près combien d'otages pourraient être libérés, à quel moment, dans quelle proportion, tous en même temps ou en décalé, perlé? Alors pour l'instant, on parle de la libération donc possible d'une cinquantaine d'otages qui ont été identifiés et des listes de noms qui ont été établies, principalement des femmes et des enfants. Aucun soldat israélien ne figure dans cette liste. Plusieurs sources nous expliquent qu'il y a manifestement un ou une Française qui figure dans cette liste. Donc, et ce qui est très important aussi, c'est qu'il ne faut pas s'attendre ce soir ou dans les prochaines heures à voir d'un coup 50, 51, 52, 53 otages libérés. Ça va se faire de manière échelonnée par groupe de 12 otages libérés. Et ça va être sous une forme un peu de donnant-donnant, puisque le Hamas va libérer 12 otages de son côté, là où Israël accepte de libérer à chaque fois qu'il y a une sorte de transaction, de libérer une trentaine de détenus palestiniens qui sont actuellement donc, dans les prisons. Et ça, Israël serait d'accord pour libérer quelques prisonniers palestiniens. Nous, selon nos informations, a fait savoir au Qatar qu'ils étaient, ça faisait partie des termes de l'accord qu'ils étaient prêts à accepter. Ensuite, il y a eu beaucoup de tractations. Là, on en est un peu à l'heure de la réécriture des dernières phrases dans le communiqué final, puisqu'il faut que ça convienne à toutes les parties. Et puis, il n'y a pas uniquement Israël, le Qatar et le Hamas. Il y a aussi la France qui joue un rôle notamment sur le volet de l'aide humanitaire. L'Égypte, il y a aussi d'autres pays arabes de la zone qui jouent un rôle dans ces négociations. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est les échanges ont principalement porté donc sur le nombre d'otages. Le Hamas voulait ne libérer qu'une cinquantaine d'otages. Donc manifestement, ils ont obtenu gain de cause là-dessus. Israël était plus maximaliste, voulait une centaine d'otages et en plus voulait avoir aussi la cinquantaine d'otages qui sont en état d'urgence absolue. Parce que malades, avec des traitements lourds. En raison de pathologies qu'ils avaient évidemment bien avant leur enlèvement par le Hamas. On parle de gens qui sont diabétiques, qui ont besoin de faire des dialyses, de gens qui ont des traitements pour des cancers. Et le Hamas, en fait, a fait savoir en fin de semaine dernière qu'il n'était plus ou pas en mesure de les soigner. Et donc c'est aussi une des raisons qui a expliqué, ça fait partie, voilà. Et dernière chose, je donne un exemple pour vous expliquer la complexité que ça peut représenter, ce type de négociations et d'accords. Typiquement, le Hamas a demandé à ce qu'il y ait plus pendant les 4 jours pendant lesquels ces 50 otages pourraient être libérés, pendant ces 4 jours, il n'y ait plus de survol par des drones d'observation israéliens du territoire de Gaza. Territoire de Gaza. Israël n'était pas du tout favorable à ça, on comprend, pour des raisons militaires. Israël, son unique objectif, c'est certes de négocier, d'obtenir la libération d'otages, mais en aucun cas de permettre au Hamas de se reconfigurer, se repositionner, reprendre des forces et surtout échapper à la vigilance de Tsahal. Général Vincent Desportes, on va voir dans un instant la situation militaire dans la bande de Gaza, mais d'abord un mot sur ces négociations. Il est courant dans ce type de conflit qu'il y ait des négociations ainsi pour libérer, parce qu'il y a tellement d'otages, là on parle de 240 otages.
C'est habituel ou pas? C'est habituel, je ne sais pas, mais dans tous les conflits, il y en a. Par exemple, la guerre de Corée a achoppé pendant 2 ans. Elle a duré de 51 à 53 parce que les Américains et les Coréens du Nord n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la libération des otages. Donc ça paraît tout à fait possible. Enfin, je pense que, évidemment, c'est le Hamas qui a la main aujourd'hui, parce qu'Israël a absolument besoin de cette libération pour justifier ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc il y a fort à parier qu'ils obtiendront à peu près ce qu'ils veulent. Il y a fort à parier aussi qu'ils feront traîner. Pour l'instant, on dit 10 otages par jour. Je pense qu'ils en seront peut-être à 5 ou à 6. Et jamais, évidemment, M. Netanyahu ne pourra recommencer cette guerre tant qu'ils n'auront pas libéré l'ensemble des otages qui sont promis. On voit bien que pour l'instant, c'est le Hamas qui dirige cette opération. Donc ça veut dire pour vous que là, on parle non pas d'un cessez-le-feu, mais d'une trêve humanitaire qui serait acceptée par Israël tant que les otages ne seraient pas libérés? Exactement. Enfin, c'est pas un cessez-le-feu. Non, c'est pas un cessez-le-feu. C'est la fin de la guerre. C'est le 11 novembre. Il y a un cessez-le-feu. La guerre s'arrête. Donc c'est une trêve. Est-ce qu'elle est humanitaire? Je ne sais pas. C'est une trêve qui permet de ramener les otages et qui permet de faire un peu d'humanitaire. Absolument. Alors, on va aller repartir sur place à Tel Aviv, rejoindre Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. On va faire un point avec vous de la situation militaire sur le terrain. Avec les bombardements qui n'ont pas cessé. C'est bien cela, Thibault ? Effectivement, Laurence, on vous entendait parler en plateau d'une éventuelle trêve qui pourra arriver dans quelques heures seulement. On peut vous assurer avec Fabrice Elsner qu'on a pu constater aujourd'hui que les combats ont encore fait rage dans la bande de Gaza et particulièrement au nord de celle-ci, avec des soldats qui sont au sol, qui ont découvert d'ailleurs hier sous une mosquée une fabrique de roquettes. Il y a également l'artillerie de l'armée de terre israélienne qui tire sur de nombreuses cibles à l'intérieur de la bande de Gaza, mais également aussi l'aviation. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'armée israélienne est rentrée dans la bande de Gaza. On pourrait penser le Hamas un petit peu affaibli par la présence de l'armée israélienne. Il n'en est rien. Hier encore, plus d'une centaine de roquettes sont tombées en même temps sur la ville de Tel Aviv. Encore aujourd'hui, plusieurs villes israéliennes ont été visées par des roquettes du Hamas. Il y a également un deuxième front que doit gérer Israël, c'est le front nord, avec de nombreuses attaques du Hezbollah, notamment par des drones suicides. L'armée israélienne a vite répliqué avec des tirs sur les positions du Hezbollah au sud du Liban. Merci Thibault Marcheteau avec Fabrice Elsner depuis Israël. C'est intéressant, Général Vincent Desportes, il y a encore beaucoup de roquettes qui sont tirées depuis Gaza. C'est-à-dire que la capacité d'action du Hamas n'est pas encore affaiblie. Sûrement pas, pour plusieurs raisons. D'abord, Tsahal a annoncé entre 25 000 et 30 000 combattants du Hamas. Il y a sûrement quelques dizaines ou centaines de combattants qui sont morts, mais il en reste quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Et d'autre part, l'action d'Israël s'est portée sur le nord de la zone. Maintenant, les coups partent très sûrement du sud de la zone. C'est pour ça d'ailleurs qu'Israël a dit, et c'est assez normal, qu'après avoir rasé le nord, ils allaient continuer à aller vers le sud. Donc l'avenir ne laisse présager rien de bon. Louis Dragnel, vous voulez rajouter quelque chose ? Il y a un deuxième front qui a été évoqué tout à l'heure et qui est dans toute la tête, dans les têtes de l'état-major israélien, c'est ce qui se passe au Liban, donc au nord d'Israël, avec le Hezbollah qui est quand même une armée autrement plus nombreuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins ou plus dangereuse, mais elle est plus nombreuse, mieux équipée que le Hamas. Comment est-ce que vous analysez, vous, la situation donc, au nord d'Israël avec le Hezbollah ? Alors vous parlez du Liban, vous avez raison, et puis il y a aussi la Cisjordanie, parce qu'en fait, l'ensemble, évidemment, peut prendre feu. Et pour l'instant, il y a des échanges de tirs de part et d'autre de la frontière libano-israélienne, mais ça ne va pas plus loin, parce qu'on a compris que pour l'instant, le Hezbollah ne voulait pas véritablement rentrer en guerre, et Israël n'a pas intérêt à avoir ce deuxième front supplémentaire par rapport au front du Hamas. Donc il y a un danger, c'est une poudrière qui peut sauter, mais je pense que ni les uns ni les autres n'ont véritablement envie d'avoir ce nouveau combat à conduire. La question des drones qu'évoquait Louis de Ragnel, le général Desportes, c'est-à-dire que Israël ne veut pas cesser le survol de ces drones de la bande de Gaza, parce que ce serait être aveugle, évidemment, dans ce conflit. Bien sûr. Et le problème du Hezbollah, du Hamas au nord, c'est d'arriver à se repositionner pour conduire le combat. C'est bien exactement pour cette raison-là qu'Israël ne voulait pas qu'il y ait de trêve. Alors tant qu'il y a des drones, ils sont obligés de passer par les tunnels. Quand il n'y a pas de drones, on peut reconstruire plus rapidement et se déplacer. Et c'est pour ça aussi que le Hamas va évidemment faire traîner cette libération d'otages. Mais l'armée israélienne est présente dans la bande de Gaza.
pour l'instant dans le nord de la bande de Elle est Gaza. présente au nord. Et stationnée, absolument. Absolument. Même s'il y avait une trêve qui était mise en place, elle ne quitterait pas pour autant la bande de Gaza. Elle y resterait. Alors comment seraient libérés les otages? Probablement pas dans le nord, mais plutôt au sud, bien sûr. Voilà, avec le point de passage de Rafah, peut-être avec l'Égypte. Peut-être bien. Rachel Kahn, peut-être un mot sur cette lueur d'espoir concernant les libérations d'otages. On les espère, on ose les espérer et voilà, on attend. Oui, on attend, et merci pour l'édito que vous avez fait tout à l'heure, qui relatait parfaitement le sentiment que l'on a de cette attente depuis le 7 octobre. C'est vrai, chaque jour, chaque heure, chaque minute, et puis aussi la forme que prend cette guerre, c'est-à-dire cette guerre psychologique pour ces familles, pour tout un peuple, et puis pour le monde entier, au fond, puisque en fait, ce qui s'est perpétré le 7 octobre, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide, et donc qui concerne l'humanité tout entière. Donc effectivement, c'est une lueur d'espoir ce soir, peut-être cette libération. Ouais. Attendons-la. Nathan Devers, vous vouliez nous rajouter un petit mot sur ces libérations d'otages qu'on espère? Oui, c'est une lueur d'espoir. Évidemment, on l'a dit, vous l'avez montré, qui se passe sur fond de tragédie, qui se passe dans un contexte tragique et avec une situation où le sort de la totalité des otages risque encore d'avoir un dénouement particulièrement tragique, puisque comme on l'a dit, le paradoxe de ces négociations, c'est que Israël voulant éradiquer le Hamas et le Hamas voulant éradiquer Israël, eh bien, plus les négociations vont avancer et plus ça va mener à une sorte d'aporie. On pourrait juste dire une chose, c'est que du point de vue des sociétés civiles israéliennes, internationales, israéliennes, évidemment, il y a une mobilisation massive pour les otages, international, on peut regretter que ça n'ait pas suscité davantage de soutien. Mon oncle me racontait que quand il était petit, les otages français à l'étranger, il y avait au JT leurs photos tous les soirs. Mais bien sûr, je parlais de Jean-Paul Kaufmann et il y avait Exactement. Jean-Louis Normandin. Alors vous l'avez rappelé en effet dans votre éditorial, vous avez montré ces images, mais c'est vrai que toutes les chaînes ne l'ont pas fait. C'est vrai qu'on a vu un certain nombre de personnes arracher des affiches. C'est vrai qu'on a vu même la Croix-Rouge, peut-être fidèle à son histoire, être dans une forme de balbutiement aussi par rapport à cette question, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est aussi quelque chose qui doit nous interroger, parce que quelles que soient les positions que les uns et les autres peuvent avoir sur le conflit israélo-palestinien, on peut être absolument pro-palestinien, on peut même être anti-Israël, on peut même être contre l'existence de l'État d'Israël. Quand vous avez des gens qui sont des civils, des enfants, des personnes malades, qui ont des cancers, etc., qui sont reclus comme des chiens dans des tunnels, qu'il n'y ait pas eu une mobilisation plus forte est quand même quelque chose qui doit nous interroger. Mais vous savez aussi pourquoi. Général Desportes. Pourquoi ? Parce que la façon dont Israël conduit sa guerre, qui n'était pas absolument obligatoire, efface ou fait oublier ces otages-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre, c'est toujours une guerre de communication, une guerre des récits, et cette guerre-là, elle a été mal conduite. Il était pratiquement évident que conduisant la guerre comme ils la conduisent, les messages enflammant les foules arabes et même les autres foules à Paris, à Berkeley, etc. Eh bien, on oublierait les 240 otages et on parlerait des probablement 10 000 morts gazaouis. Mais nous n'oublions pas les otages. Mon étonnement et mon indignation entre guillemets étaient faussement naïfs. C'est-à-dire que je suis bien conscient que dans cette archipélisation des esprits et des opinions, la plupart des gens, en tout cas l'ont montré, ne sont pas capables de penser jusqu'à deux. Et en effet, moi je pourrais dire la même chose, que je regrette qu'il n'y ait pas eu davantage, même de la part des gens qui soutiennent Israël, une réflexion critique sur la politique israélienne depuis des années. Vous avez parlé de la Cisjordanie, sur ce qui se passe en Cisjordanie, et sur la manière aussi dont le gouvernement a agi depuis le 7 octobre, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique ou de la communication. Et les deux auraient été possibles, et c'est dommage pour notre débat public qu'il n'y ait pas eu ça en France et dans le monde.